Il y a un peu plus de 80 ans de cela, était fusillé un des plus grands philosophes français, Georges Politzer, et sa femme, Maï, disparue à Auschwitz du typhus juste l'année d'après. Donc c'est en ces lieux où ils commencèrent parmi les tout premiers à organiser la résistance française en créant des publications qui furent parmi les plus précoces de France, l'Université libre, la Pensée libre, etc., que nous honorons leur mémoire. D'autre part, puisque nous sommes au mois de mai, on voudrait aussi rappeler que le 29 mai 2005 eut lieu donc un vote par lequel la population française s'est opposée fermement à une constitution ou à un sceau fédéral européen. Eh bien, ça a été fait complètement à l'inverse de la volonté du peuple français, bien au contraire. Et nous continuerons ce combat. Je profite aussi de ce moment pour rappeler aussi qu'il n'y eut pas qu'en France qu'il y eut des résistants communistes qui combattirent le fascisme, les dictatures ultra-capitalistes, etc. En Indonésie aussi. Et c'est pourquoi tout à l'heure, la fille d'un des plus grands résistants indonésiens, donc secrétaire du Parti communiste, remettra la gerbe en ces lieux, car nous sommes internationalistes. Voilà. Et c'est tout de suite que je vais donc céder la parole à Romain Boulan, qui est là, et qui va nous parler au nom des jeunes, des jeunesses de la Renaissance communiste en France. Viens Romain, s'il te plaît. Merci. Chers amis, chers camarades, 18 ans après le non au référendum de 2005, largement porté par le monde du travail et la classe ouvrière de France contre la volonté européenne et la complicité du gouvernement Chirac d'imposer à notre pays une illégitimité constitution supranationale, nous nous rassemblons pour faire vivre cette victoire populaire. C'était également l'occasion pour nous de commémorer les 121 ans de la naissance de Georges Politzer, jeune philosophe communiste et résistant patriote assassiné par l'occupant nazi le 23 mai 1942. C'est aussi le but de notre présence ici, au pied de la plaque commémorant son sacrifice et celui de sa femme Marie Politzer. En tant que jeune communiste soucieux de notre avenir, c'est celui de la jeunesse de France et donc celui de notre pays comme celui de l'humanité tout entière que menace aujourd'hui la logique capitaliste exterministe portée par Macron, l'UE et l'OTAN. Nous devons, aux côtés du PRCF, de montrer qu'il existe toujours en France un noyau révolutionnaire indestructible qui, lui, n'abandonnera pas son histoire. Car ceux qui, hier, déjà vendaient notre pays, son indépendance nationale, sa souveraineté économique et industrielle et son honneur à l'occupant nazi et à sa grande Europe, protéger la guerre à l'est du sous-continent et mener une répression terrible contre les communistes, les antifascistes syndicalistes et les véritables patriotes, ceux-là aujourd'hui continuent leur œuvre en alimentant un véritable processus de fascisation partout en Europe, en y portant une potentielle nouvelle guerre mondiale tournée contre la Fédération de Russie et la République populaire de Chine et en pétinant les souverainetés nationales et populaires au profit des diktats de Bruxelles et de Berlin. Nous refusons, comme Georges et Marie Politzer, hier, de voir notre pays trahi par ces soi-disant élites au profit de l'impérialisme le plus dangereux du moment. Nous voulons une France forte, indépendante, sociale, républicaine, réellement démocratique et en mettant le monde du travail au centre de la vie nationale, c'est-à-dire pour ceux et celles qui font vivre le pays jour après jour et nuit après nuit. Jeunesse de France, ce combat pour l'avenir est aussi le tien, alors rejoignez-nous et venez mener à nos côtés, je vous en remercie. Merci à Romain d'avoir parlé au nom de... Merci à Romain d'avoir parlé au nom des jeunes de la Renaissance communiste en France. Et je vais maintenant laisser la parole à un autre grand philosophe, Georges Gastaut, qui va effectivement nous parler lui aussi de l'apport philosophique de Georges Politzer et de la vision matérialiste de notre monde. Voilà, Georges, à toi. Oui, alors, chers amis, chers camarades, nous sommes là évidemment pour honorer la mémoire de Georges Politzer et je le fais ici en pensant à lui non seulement en tant que grand militant communiste, militant internationaliste et patriote tombé au champ d'honneur, mais également en pensant à lui comme grand professeur de philosophie puisque c'était sa profession. Et donc je rappelle ici brièvement quelques étapes de sa vie. Il est né en Hongrie
ce qui était à l'époque la Hongrie, qui est maintenant une partie de la Roumanie, soit dit en passant. Et donc il a fait partie des combattants dès son jeune âge de la République populaire de Hongrie, la première, celle qui était dirigée par Béla Kun et qui a été malheureusement écrasée par les fascistes, ce qui a donné lieu ensuite à la dictature sanglante de Horthy, du régent Horthy, allié de Adolf Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc Georges Politzer, à cette époque, a fini par quitter la Hongrie pour sauver sa vie. Il est venu vivre en France. Là, il a travaillé durement sur les chantiers et il a en même temps passé différents concours de la fonction publique et pour finir l'agrégation. Donc avec le mérite évidemment de l'avoir passé alors que le français n'était pas sa langue maternelle. Et donc il est devenu par la suite un des adhérents du Parti communiste auquel il a adhéré, du Parti communiste français, qui est donc son deuxième parti puisqu'il a d'abord adhéré au Parti communiste hongrois. Et quand il est devenu membre du Parti communiste français, il est très vite devenu l'une des figures marquantes de non seulement l'élaboration philosophique de ce parti, mais également de l'élaboration politique, proprement politique, en réfléchissant, et c'est d'autant plus piquant qu'il était étranger, à l'unité du patriotisme républicain et de l'internationalisme prolétarien. Donc c'est très important effectivement ici de voir comment nous, communistes, abordons la question du patriotisme, et il n'est pas tout à fait sans intérêt de réfléchir au fait que le président du PRCF avait des parents italiens et que Politzer, donc, qui a été l'un des grands penseurs du patriotisme, était d'origine hongroise. Cela étant, effectivement, je voudrais ici dire deux mots simplement sur le philosophe en tant que tel. Le philosophe Georges Politzer, qui est le grand introducteur en France du matérialisme dialectique. Évidemment, le marxisme avait déjà fait son apparition en France au XIXe siècle. Il y avait déjà eu des penseurs marxistes. Je pense à un autre grand professeur de philosophie qui n'était autre que Jean Jaurès, puisque c'était aussi son métier. Mais Jean Jaurès, lui, ne se réclamait pas du matérialisme dialectique, n'allait peut-être pas jusqu'au bout de cette démarche. Et Politzer, au contraire, est allé très loin dans l'exploration du matérialisme dialectique. Je conseille évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, de lire son livre, ou plus exactement la recension de ses leçons à l'université ouvrière, et qui s'appelle donc les principes élémentaires de philosophie. On dit aussi quelquefois les principes fondamentaux de philosophie. C'est un texte qui a sa valeur propre, qui n'est pas seulement un texte, disons, pédagogique, mais qui a aussi une valeur de recherche, une valeur originale, en quelque sorte, et que par conséquent, il faut connaître. D'autant plus qu'aujourd'hui, le matérialisme dialectique est souvent traité comme une philosophie complètement dépassée, dogmatique, etc., et qu'on voit au contraire chez Politzer que c'est une philosophie véritablement rationaliste, que si l'on veut aller jusqu'au bout d'une démarche rationnelle, on ne peut pas contourner la question de la dialectique, on ne peut pas contourner la question du matérialisme, et que par conséquent, tous ceux qui veulent aujourd'hui combattre l'obscurantisme, combattre cette espèce de retour en arrière impressionnant auquel nous avons affaire, doivent donc prendre appui sur Georges Politzer et non pas seulement défendre la mémoire de Georges Politzer, mais se défendre avec cette mémoire de Georges Politzer. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que Politzer était également, on le sait assez peu, un savant. Et que c'est un des grands penseurs de la psychologie concrète, comme il disait à l'époque, c'est-à-dire de la révolution scientifique qui a dû être faite au début du XXe siècle pour établir la psychologie comme une science. On retient souvent de lui sa critique assez acerbe de la psychanalyse, mais d'abord il faut savoir qu'il la connaissait du dedans, qu'il l'avait pratiquée, qu'il a été effectivement qu'il était proche des cercles viennois quand il était encore dans l'empire austro-hongrois au départ, et que donc il connaît ça du dedans, que c'est pas une critique plaquée de l'extérieur, etc. Et que par ailleurs, il n'a jamais fait une critique, sommaire de la psychanalyse. Il en a critiqué les aspects idéologiquement contestables, mais il n'a pas rejeté les découvertes importantes de Freud, par exemple. Ne le caricaturons pas. Je le dis tout simplement parce que dans sa notice Wikipédia, c'est pas clair du tout là-dessus. On fait comme si Politzer avait passé sa vie à s'acharner sur Freud et sur la psychanalyse, ce qui n'est pas du tout vrai. C'est un à côté en quelque sorte de sa recherche. Il a une recherche scientifique propre sur la question de la psychologie, en particulier cette phrase qui résume bien les choses, contre la psychologie idéaliste
qui faisait d'une certaine façon revivre l'âme, revivre ces choses-là, hein, donc les aspects religieux, mais aussi contre la psychologie, je dirais, purement biologiste, qui dit voilà, bon, il y a un cerveau et tout part de là, et il faut tout bien sûr qu'il y a un cerveau, nous le savons tous, c'est quand même la moindre des choses, mais Polyzère insistait sur le fait que pour comprendre la signification des actes humains et pour comprendre la praxis humaine, l'activité humaine, il faut, disait-il, enchasser la psychologie dans l'économie politique. Et donc il faisait le lien très directement entre psychologie et matérialisme historique, donc avec la méthode de Marx. C'est important, je pense, de le savoir. Par ailleurs, Polyzère est évidemment un grand patriote, puisque, pour finir, eh bien, il a donné sa vie pour que vive la France, et en particulier, il faut savoir que en 1940, lors de l'invasion allemande, c'est lui que le Parti communiste, déjà clandestin, et donc Jacques Duclos en réalité, ont chargé de transmettre au gouvernement de l'époque un plan complet pour la défense de Paris. Alors que les Allemands arrivaient sur Paris et que bon, le gouvernement a fini bien sûr par décréter Paris ville ouverte, si bien que les Allemands sont entrés dans Paris et l'ont occupé sans tirer un seul coup de fusil, alors que Polyzère voulait, avec les camarades du Parti communiste français, engager la contre-attaque populaire contre l'invasion de l'Allemagne, contre l'invasion de la France par l'Allemagne, je veux dire, et rééditer, sous une autre forme naturellement, les combats de la Commune de Paris, qui était au départ, je le rappelle aussi, beaucoup de gauchistes veulent l'ignorer, une insurrection patriotique. Voilà, donc c'est cela qui s'est produit. Ensuite, Polyzère et sa compagne, de différentes façons, ont été livrés par la police allemande, par la police française aux nazis. Et c'est ainsi que bon, Polyzère, après avoir été affreusement torturé, a été fusillé, comme vous le savez, comme c'est indiqué ici sur la plaque que vous pouvez voir sous vos yeux. Et sa femme, malheureusement, donc, dont c'est trop peu de choses, Marie, mais qui était aussi une héroïne, est morte donc un an plus tard. Cela étant, effectivement, ce que nous retenons aussi de lui, c'est effectivement le fait qu'il a été l'un des fondateurs et l'un des animateurs de l'université ouvrière, et que donc il y avait à l'époque ce grand souci du Parti communiste français, eh bien, de faire de la formation quelque chose de central pour que les militants de la classe ouvrière deviennent les dirigeants du parti. Et que bon, le parti ne soit pas seulement le parti de la classe ouvrière, mais qu'il soit aussi le parti des ouvriers, proprement dit, que les ouvriers deviennent les dirigeants du parti. Et que c'est ainsi qu'effectivement, donc Polyzère a mis en place cette université populaire qui était très exigeante, hein, où on rigolait pas, hein, où il fallait effectivement donc lire, j'y reviens sans arrêt, y compris lire des livres, je le répète au passage, et également donc évidemment faire un vrai travail intellectuel. C'est ainsi que le Parti communiste français a pu dégager des cadres ouvriers, comme l'était Maurice Thorez, comme l'était Jacques Duclos, comme l'était Benoît Frachon, et ainsi de suite. Hein. Donc tout cet effort-là, eh bien au niveau du pôle de renaissance communiste en France, nous essayons, avec des petits moyens certes, de le faire, avec un aspect recherche et avec un accès formation, effectivement. Et par conséquent, ici, nous réclamons toujours de cette mémoire vive, celle de Georges Polyzère. Ce serait bien qu'à l'avenir, effectivement, il y ait une commémoration assez régulière de ce philosophe qui n'a été que trop oublié et qui, en un sens, résume bien tout le combat communiste français: patriotisme, internationalisme, marxisme-léninisme, matérialisme dialectique, recherche scientifique, tout cela uni pour bon, ce que j'appellerais un combat permanent pour les Lumières, hein, pour les Lumières alliées à la classe ouvrière. Les Lumières sans la classe ouvrière, ça donne quelque chose de bourgeois et quelque chose qui finalement est assez facile à battre par la réaction. Et la classe ouvrière elle-même sans les Lumières, elle est en danger et elle peut se faire récupérer par les pires margoulins en quelque sorte. Donc l'alliance entre les deux, les Lumières et la classe ouvrière, ça donne la victoire pour le progrès. Vive Polyzère! Voilà, merci Georges pour cette brillante intervention. Et justement, cela me permet de faire le lien, puisque, comme il vient de le rappeler, Polyzère était, alors qu'il était d'origine étrangère, un grand patriote. Pour Polyzère,
La nation, c'est le peuple. Et le peuple, c'est nous. Et parce que c'est nous, nous ne sommes pas juste ici pour une commémoration, nous sommes ici pour une continuation de son combat et de sa résistance. Et c'est bien le motif de notre présence aujourd'hui. Et précisément, puisqu'il y a, jour pour jour, voilà, le 29 mai 2005, était voté, enfin entre guillemets, un référendum, une constitution européenne pour laquelle nous avons dit non, le peuple a dit non. Et aujourd'hui, nous voulons rappeler par cette commémoration, qui est aussi une action de résistance en fait, que le peuple continue à dire non. Le peuple n'est pas un peuple d'esclaves, il continuera à se battre et à résister, comme l'ont fait ces étrangers morts pour la France, comme l'ont fait ces Français morts aussi pour la nation souveraine, et précisément c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, pour rappeler que seul le peuple est souverain. Et c'est pourquoi je vais laisser la place maintenant à Fadi Kassem, secrétaire national du pôle de Renaissance communiste en France, qui va vous rappeler ce moment important. Bien, citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, d'abord un grand merci pour ce week-end organisé du 27 au 29 mai, parce que c'est un grand week-end que nous organisons dans cet esprit de résistance. Bien sûr, le 27 mai 2023, en commémoration au 80e anniversaire de la création du Conseil national de la résistance, faut-il le rappeler que le pôle de Renaissance communiste en France est peut-être en France la seule formation politique de gauche à avoir organisé un événement à ce sujet, pour rappeler justement le combat patriotique et internationaliste qui a été très très bien décrit au demeurant par Georges Gastaut juste avant moi. Et bien entendu, comment ne pas faire le lien avec ce 29 mai 2005, ce 29 mai 2005 où 55% des Français, par référendum, ont rejeté le traité établissant une constitution pour l'Europe. Et ils l'ont rejeté de la manière la plus spectaculaire qui soit, c'est-à-dire la manifestation incontestable et très puissante du peuple, de la voix du peuple souverain, qui affirmait sans ambiguïté son refus de voir la France se transformer en province vassalisée au sein des États-Unis d'Europe capitaliste. Quel plus bel hommage de ce point de vue que de rendre, quel plus bel hommage rendre à cette dernière grande victoire de la souveraineté nationale et populaire que de se recueillir sous la plaque commémorative de Maï et Georges Politzer. Georges Politzer, dont effectivement nous fêtons aujourd'hui le 120e, aujourd'hui, en ce mois-ci, le 120e anniversaire de la naissance. Car, comme le disait très bien déjà en son temps Georges Politzer, la nation en définitive, c'est le peuple. Et le peuple souverain s'est prononcé avec force et détermination en faveur de la nation souveraine le 29 mai 2005. Exactement comme le stipule la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son article 3, quand il est très clairement indiqué que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Et ce 29 mai 2005 a été un séisme terrible pour les élites euro-atlantiques de France, qui ne pouvaient accepter une telle résistance, s'inscrivant dans la tradition du combat des forces progressistes, et spécialement des forces communistes, face aux forces réactionnaires à l'action, pour écraser les révolutions de 1789-1793, de 1848, de 1871, sans oublier le Front populaire, le Conseil national de la résistance et mai 68. C'est pourquoi, sans aucun scrupule, le duo Sarkozy-Fillon, avec la complicité du MoDem et du parti dit socialiste, fit adopter le 4 février 2008 le traité dit simplifié de Lisbonne, qui reprenait quasi intégralement le traité établissant une constitution pour l'Europe que les Français avaient rejeté 3 ans plus tôt. Ainsi était écrasée la volonté populaire par la soumission de la nation à l'ordre euro-atlantique supranational. Mais malheureusement pour les élites euro-atlantiques, qui multiplient les attaques contre les services publics, les conquêtes sociales, les libertés démocratiques, le produire en France, la République une et indivisible, la langue française, l'indépendance nationale et même la paix, la souveraineté nationale est toujours debout. Et elle s'est spectaculairement revivifiée avec l'insurrection des Gilets jaunes, rappelant une nouvelle fois que la nation, en définitive, c'est le peuple. Une nation en résistance depuis des années face aux eurogouvernements successifs, y compris les eurogouvernements dirigés par les prétendus socialistes et leurs alliés, qui appliquent toujours plus les ordres du MEDEF et de la Troïka, Commission européenne, Banque centrale européenne, Fonds monétaire international. Et cette année,
En 2023, après une première révolte interrompue par la pandémie de coronavirus, la nation s'est soulevée pour sauver les retraites, attaquer conformément aux revendications de l'Union européenne du capital et des accords de Barcelone de 2002, que Chirac et le gouvernement Jospin dit de gauche plurielle signèrent, portant progressivement l'âge de départ à la retraite en moyenne à 67 ans. La volonté de l'Union européenne du capital d'en finir avec les souverainetés nationales se heurte au-delà de la France, à la résistance des peuples. Rejet par référendum du traité de Maastricht par les Danois en 1992, du traité établissant une constitution pour l'Europe par les Néerlandais en 2005, du traité de Lisbonne par les Irlandais en 2008. Il n'empêche qu'ils ont quand même été contraints d'adopter le même traité un an après par référendum, après avoir rappelé que quoi qu'il arrive, vous voterez jusqu'à ce que vous disiez oui. Mais également rejet du bidon plan de sauvetage financier par le peuple grec en 2015. Sans oublier l'accord de libre-échange Union européenne-Ukraine en 2016, qui avait été rejeté par les Néerlandais. Et sans oublier, bien entendu, le Brexit, le 23 juin 2016. On ne compte plus le moment où les élites euro-atlantiques ont été sévèrement désavouées, les poussant à basculer dans la sécession avec la nation, donc en définitive avec le peuple souverain. Désormais, la grande explication entre les dirigeants euro-atlantiques, partisans de l'État fédéral européen, et le peuple souverain de France, qu'annonce le pôle de renaissance communiste en France depuis plus de 2 ans, est inévitable. Et ce d'autant plus que la France est ingouvernable dans le cadre de l'axe Union européenne-OTAN qui pousse à l'escalade nucléaire contre la Russie et la Chine populaire. C'est pourquoi il est urgent et même vital de porter auprès du peuple de France, attaché à la souveraineté nationale, la seule alternative politique possible. L'alternative rouge et tricolore. Celle qui associe le drapeau tricolore de la révolution jacobine de 1793 et bien entendu le drapeau rouge de l'internationalisme prolétarien, celui de 1917. Car ce n'est qu'en sortant de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme exterministe, comme le propose le PRCF, que le peuple de France sera maître de son destin et en mesure de construire les nouveaux jours heureux. Faut-il rappeler que c'est le nom du programme du PRCF depuis 2004 et que c'est au nom de ce programme que le PRCF a mené le combat pour obtenir la victoire du non le 29 mai 2005. Eh bien, c'est à ce prix-là que nous pourrons véritablement redevenir maîtres de notre destin. Et certainement pas en se tournant vers les forces euro-soumises, y compris l'extrême droite, xénophobe, antipatriotique et antipopulaire, qui refuse la sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et bien entendu du capitalisme. C'est à ce prix-là que le peuple de France s'en sortira. Communistes, insoumis, républicains, patriotes antifascistes, syndicalistes de combat, gilets jaunes, travailleurs en lutte, force et prise de paix. Boycottons les élections européennes pour délégitimer totalement l'ordre euro-atlantique et ses serviteurs, Macron en tête. Et menons le combat pour reconquérir la souveraineté nationale pour laquelle Georges Politzer, hongrois de naissance, mais patriote français et internationaliste, donna sa vie. Et soyons fidèles à l'appel de juillet 1940 de Maurice Thorez et de Jacques Duclos. Jamais le peuple de France ne sera un peuple d'esclaves, car la nation, en définitive, c'est le peuple. Je vous remercie. Union, action, résistance. Union, action, résistance. Voilà, nous allons terminer ce moment qui, je le répète encore une fois, n'est pas juste une simple commémoration, mais un véritable acte de résistance. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et je voudrais juste, pour terminer, avant qu'il y ait le dépôt de gerbes dont je vais parler, rappeler cet article 35 tellement important de la seule constitution qui vaille, celle de 1793, constitution très largement pensée et élaborée sous l'égide de Robespierre, dont le nom honore encore la France, quoi qu'en disent nos macronistes convaincus. Eh bien, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Voilà, je vais demander maintenant
à la fille du secrétaire, puisque internationaliste nous sommes, à la fille du secrétaire, donc le numéro 1 indonésien qui fut lui aussi fusillé donc, et qui massacré par le gouvernement, le régime de Suharto, Iba Ory qui va venir déposer la gerbe pour Maï et Georges Politzer. Voilà. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Oui, bonjour les camarades. Et je remercie beaucoup pour cet honneur pour déposer la gerbe. Et quand j'ai regardé la plaque, c'est marqué le décès de Maï Politzer, c'est 23 mai 1943. 23 mai, pour moi, c'est une date très spéciale. Parce que 23 mai 1920, c'est la naissance du Parti communiste indonésien. Et c'était en 65, quand je suis allé en Indonésie, c'était 23 mai pour fêter le 45e anniversaire. Et après, c'est le massacre 65-66. Et donc, c'est pas... Ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il y a 1 million, jusqu'à 3 millions, on dit, de victimes de Suharto. Et ça, je sens ici vraiment, c'est... Politzer était hongrois, qui est devenu français. Et c'est la lutte vraiment internationaliste des communistes. Et moi aussi, j'étais obligé de prendre la nationalité française. Et je suis avec vous maintenant pour continuer, malgré que nous sommes vraiment en très grande difficulté, parce que le parti est complètement écrasé. Mais il y a toujours des luttes, des groupes qui continuent. Bon, merci beaucoup et vive l'internationalisme. Vive l'Indonésie. Vive le Parti communiste indonésien. Vive la France. Voilà, merci. Moi, je te disais juste parle plus fort. Oui, je sais, mais bon, c'était très ému. Nous sommes les gars de l'avenir, élevés dans la souffrance. Oui, nous serons vaincus ou mourir. Nous travaillons pour la bonne cause, pour délivrer le genre humain. Tant pis si notre sang arrose les graves sur notre chemin. Prenez garde, prenez garde. Ou les sabreurs, les bourgeois, les galbés et les fascistes à la jeune garde, qui descend sur le pavé, c'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les meurtres de faim. C'est la révolution qui s'avance et qui sera victorieuse demain. Prenez garde.